Bonjour à toutes et à tous, en direct de Vivatech, ici dans le studio, où il fait bon, et où nous allons parler évidemment un peu d'IA, mais aussi d'autres choses, de culture du numérique. C'est important aussi de venir là-dessus. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités pour l'instant. Vous verrez quelques surprises apparaître après. Et à côté de moi, ici, Frédéric Fèvre, un spécialiste, si j'ose dire, de l'IA et de la culture du numérique. Et puis de l'autre côté, Philippe Nadeau, lui aussi un spécialiste de l'IA, mais pas que, et qui nous vient de notre voisin et néanmoins cousin Québec, du Canada, donc, et qui aura le plaisir de nous donner aussi ce point de vue un peu extérieur. Vous savez que le Canada, cette année, est l'invité d'honneur de Vivatech. Donc c'est pas par hasard, évidemment, si on le reçoit sur ce plateau. Alors je laisse la parole à mes invités pour se présenter, puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Ok, merci Patrice. Écoute, moi je m'appelle Frédéric Fèvre, effectivement, ça fait quelques années que je suis dans l'IA, appliqué principalement au métier du marketing et de la communication. J'ai un background beaucoup d'agences, donc ensuite de tech, et aujourd'hui j'accompagne des entreprises, des agences de communication dans l'adoption de l'IA, dans leur process, dans leur créativité. L'angle, effectivement, c'est plutôt la créativité. Et donc vous l'aurez compris avec mon accent, c'est moi qui apporte le côté canadien. Donc, je suis depuis 25 ans à Shawinigan au Québec. Donc c'est une petite ville de 50 000 habitants entre Québec et Montréal. Et donc je suis directeur général du DigiHub, qui est un écosystème d'innovation avec 45 startups. On fait beaucoup de choses dans une petite ville. Et donc comme je disais, on est le troisième pôle, enfin c'est les gouvernements qui l'ont dit, les ministères, on est le troisième pôle du numérique au Québec. Donc, voilà. Ouais, pour une petite ville, c'est quand même assez étonnant. Oui, c'est pas mal. Alors, tout de suite, entrons dans le sujet. Ici, on parle beaucoup d'IA depuis ce matin. Enfin, on va parler pendant les 4 jours, je crois. Hein. C'est un peu le sujet central. Moi, je me demande quand même si vos interlocuteurs, enfin les gens qu'on voit d'ailleurs dans les allées, sont déjà prêts ou ils sont encore dans la découverte un petit peu sur le frein, un peu craintif de qu'est-ce que l'IA va pouvoir chambouler dans leur métier, dans leur vie. Est-ce qu'on a passé cette étape de la peur et maintenant on commence à plutôt s'intéresser à ce qu'on va faire avec? Alors moi j'ai l'impression qu'on est rentré dans le sujet, ça y est, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on parle d'IA. Donc là on parle beaucoup d'IA agentique, donc des agents IA. Donc on commence à parler un peu de robots avec le patron de Nvidia ce matin, visiblement, quand on est dans Star Wars avec plein de robots. Je suis un peu étonné d'ailleurs, j'en vois pas tant que ça sur Vivatech. Je m'attendais à avoir pléthore de robots. Voilà. Et maintenant le sujet c'est vraiment l'adoption. Moi j'ai participé à pas mal de conférences et c'est comment on l'adopte. Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'on préserve nos valeurs? Voilà. Comment l'adopter? Comment l'utiliser? Comment l'intégrer dans nos entreprises, mais avec sagesse, avec prudence et en gardant des valeurs et notamment des valeurs humaines. Alors nous, effectivement, au Québec, au Canada, on a un problème. On a un voisin qui s'appelle les États-Unis. Effectivement, l'IA qui arrive au Canada, essentiellement OpenAI, Anthropic et d'autres. Donc, on a une volonté dans ce qu'on appelle la souveraineté, l'IA souveraine. Donc, on ne veut plus justement être connecté à des IA, qu'elles soient américaines ou qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Donc actuellement, on est en train de mettre en place une puissance de calcul avec le gouvernement du Canada, parce qu'il est évident qu'il n'y aura pas d'IA souveraine sans puissance de calcul souveraine. Donc déjà, évidemment, le nerf de la guerre, c'est les GPU. On en a quelques-uns au DigiHub, qui est l'organisme que je dirige à Shawinigan. On a depuis peu un ordinateur quantique de chez Candela, photonique, et évidemment, on va essayer de faire plus avec moins. On n'a pas les moyens d'avoir 200 000 GPU comme M. Musk et d'autres. Donc l'IA nous intéresse. Alors pour répondre à la question directement ou indirectement, on a encore une fraction des gens qui en ont peur. Évidemment, c'est cette peur-là de Terminator et c'est entretenu parfois par des organismes du Québec qui sont financés pour promouvoir l'intelligence artificielle, mais qui sont les premiers à en avoir peur quelque part. Donc l'IA pour nous est une belle voiture de course avec la pédale, l'accélérateur et le frein. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui aujourd'hui emploient surtout la pédale de frein. Puis c'est bien dommage.
Alors, toi, Frédéric, qui va, je dirais, à la rencontre des entreprises en France, pour essayer de justement faire avancer ces sujets, quelles sont les questions que tu entends le plus souvent? Quels sont les sujets qui, comme ça, viennent sur la table, en dehors de j'ai peur de perdre mon job, mais sinon, comment ça évolue? Moi, je sens que le plus gros frein, ça reste quand même l'impact écologique. En fait, pour les plus résistants, donc c'est effectivement avec en plus toutes ces modes, toutes ces trends justement lancées par les OpenAI où on se fait son portrait à la manière des studios Ghibli, où on se fait le starter pack, etc. Donc cette peur quand même de polluer et d'impacter beaucoup l'environnement. Donc c'est principalement le frein que j'entends, enfin la plupart. Parce que très vite, ceux qui en fait ont un peu peur du sujet, une fois qu'ils l'ont adopté, une fois qu'ils l'ont utilisé très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est très simple déjà, que c'est très intéressant, que ça leur fait gagner du temps. Donc tous les jours en fait, et voilà, quand je forme des gens, à la fin, ils sont tous super emballés. Donc je pense que le frein se lève très très facilement, reste cet impact qui n'est pas totalement maîtrisé et même en cherchant, en creusant, aujourd'hui c'est difficile d'avoir vraiment des chiffres très clairs. Ça fait une transition pour toi, Philippe, parce que je crois que tu lances justement une IA frugale. En fait, c'est une de nos startups qui s'appelle Generia, qui a lancé une IA dite frugale. Évidemment, elle consomme 60% moins de CO2 qu'une IA traditionnelle. D'ailleurs, chaque fois qu'on fait un prompt, une invite, on voit un petit peu combien on a consommé de CO2. Puis on a la capacité aujourd'hui, avec un partenariat avec le Nigeria, qui offre des crédits carbone, de rendre cette IA carbonate. On compense la partie qui dépense du CO2. On peut la rendre carboneutre. Alors, oui, nous, c'est un enjeu. En plus, on parle d'OpenAI, Anthropic, c'est des serveurs, des GPU, des centres qui sont plutôt en Californie, là où il fait très chaud. Nous, on a la chance, au Québec, à Shawinigan en tout cas, d'être dans un endroit qui fait froid 6 mois dans l'année, puis ça descend entre moins 30 et moins 40. Donc, et on a beaucoup d'hydroélectricité, on a plusieurs barrages, et donc nous, c'est directement des mégawatts qui proviennent d'hydroélectricité. Et il n'y a pas de problème de réchauffement. On a un centre de données très frais toute l'année, j'arrive à le dire. Moi j'ai très chaud pour l'instant. Ici c'est pas tout à fait Groenland. Mais tu veux dire aussi que c'est peut-être moins un sujet finalement au Canada? On a quand même cette idée de frugalité, de pouvoir faire plus avec moins d'énergie, évidemment, même si on a de l'hydroélectricité, même si on est dans des conditions climatiques qui sont favorables. On regarde quand même, je dirais, à essayer de consommer de moins en moins. On a même, nous, un centre de données qui s'appelle Nordic, à Shawinigan, et on est en train de mettre en place des GPU pour faire tourner de l'IA, mais qui sont des GPU de deuxième main, qui viennent d'administration, qui s'en débarrassent, et donc des choses qui partiraient, je dirais, en Inde ou ailleurs pour se faire démanteler. Nous, on les récupère pour en faire un centre de données vert, hydroélectrique, mais avec des GPU qui finalement sont de deuxième main. Donc on essaie de faire le maximum avec le minimum quelque part. Bravo, c'est bien. Je pense que c'est inspirant, je pense. On va, comme d'habitude, regarder de l'autre côté de l'Atlantique, mais plutôt sur le nord. En ce moment, on est effectivement plutôt vers vous. Moi, il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est celui de finalement permettre le numérique et l'IA permettent de travailler avec des entités, des gens d'univers très différents. J'ai été frappé ce matin par la conférence où on avait à la même table Sanofi d'un côté et McLaren Racing de l'autre côté. Et je me disais, et d'ailleurs c'est un peu la réflexion que j'ai entendue autour de moi, c'est mais qu'est-ce que ces gens peuvent faire ensemble? Et là, finalement, on se rend compte que c'est justement l'IA qui leur permet de travailler sur plein de modèles, plein d'avancées technologiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Effectivement, j'ai assisté aussi à cette conférence. C'était très intéressant, effectivement, de voir comment le savoir-faire de McLaren en matière de gestion de la data, de connaissance de la data, d'optimisation ultime de la performance automobile peuvent apporter aux chaînes de fabrication de Sanofi pour améliorer les chaînes, pour anticiper les bugs, pour anticiper les pannes. Dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, je pense que cette hybridation, c'est ce qu'apporte l'IA aujourd'hui, cette capacité à hybrider des choses qu'on n'aurait pas imaginées jusqu'alors. Donc des mondes très différents peuvent fonctionner ensemble grâce à l'IA et je dirais pas en quelques secondes, mais en tout cas assez rapidement, on peut tester. Alors moi je le vois dans la création, c'est-à-dire qu'on peut effectivement d'un seul coup
faire donc un animal avec une tête de une tête de phoque et un corps de girafe. Bon, évidemment, c'est un exemple un peu débile, mais en tout cas, c'est juste pour montrer qu'on peut hybrider deux choses et produire quelque chose de très différent. Donc, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Et donc, je trouve que ça ouvre beaucoup les chakras pour développer des nouvelles choses, pour innover. Je vois des très jeunes avoir des idées. C'est-à-dire qu'avec l'IA, ça leur ouvre un champ des possibles, puisqu'on peut construire des choses, on peut prototyper des choses en low-code, en no-code. Ça va très vite. On peut tester assez rapidement un produit. Donc voilà, donc cette hybridation, en tout cas, je trouve, est une des clés en fait de la nouvelle ère et de la création de nouvelles choses, de nouvelles entreprises. Et toi, Philippe, dans ton hub, en fait, on parle de design, on parle d'application, on parle de tout, en fait, finalement. On parle surtout de ce que j'appelle la convergence numérique technologique. C'est-à-dire, nous, on travaille à peu près avec 4 technologies, la blockchain, le métavers, les jumeaux numériques, l'IA et le quantique. Et puis, on essaie de trouver des cas d'usage qui prennent un petit peu les 4 cas. Ces 4 cas on a par exemple une entreprise qui s'appelle Nutrigenic, qui est dans le jumeau numérique, donc personnel. Donc, c'est-à-dire que on reçoit le profil génétique d'une personne. L'IA est capable de faire des croisements entre voir un petit peu la personne, évidemment, où est-ce qu'elle réside, et avec le profil génétique, d'avoir un test, de tester par exemple des médicaments, dire par exemple si je prends ou un régime, si je fais un régime keto sur moi pendant 6 mois, plutôt que de le faire en réel et puis de voir dans 6 mois les résultats, c'est bon, c'est pas bon. Là, c'est le jumeau numérique en fait qui fait le régime à notre place. Et puis avec le simulateur quantique, on est capable de voir, de se projeter dans 6 mois, dans 6 ans et de voir comment notre organisme va réagir à un médicament, à un régime, etc. Et ça, c'est au travers de plusieurs technologies qu'on arrive à le faire. Super. Et je trouve que c'est des beaux exemples de développement. Et dernier sujet que je voulais aborder avec vous, messieurs, c'est le sujet finalement de l'avenir et de l'idée que ça a été évoqué par Madame la ministre Clara Chapaz et son homologue indien ce matin également. Finalement, on a un fantastique avenir dans l'éducation de tous nos publics. Et toute cette jeunesse qui s'est déjà emparée finalement de certains outils, ça a été très très vite. Quand on discute avec des enseignants aujourd'hui, ils savent tous que dans la classe, à peu près tout le monde sait déjà se servir des outils IA les plus communs. Donc est-ce que c'est pas cette nouvelle génération qui va là aussi s'hybrider encore davantage et créer de nouvelles choses finalement? C'est ça aussi qui semble se dessiner. Absolument. Enfin, moi je le vois effectivement, je donne des cours aussi dans certaines écoles de commerce et je vois des jeunes de 20 ans qui ont déjà monté 2 boîtes, qui ont déjà écrit 2-3 bouquins avec un peu l'aide de l'IA, mais en tout cas qui les ont publiés. Je pense qu'il y a une révolution en marche, c'est-à-dire que voilà, l'éducation ne sera jamais plus la même. Mes enfants utilisent l'IA pour faire plein de choses. Moi, je finis mes conférences souvent par un slide, c'est respecter vos parents. Ils ont passé le bac sans ChatGPT. Donc voilà, enfin, sachant que je l'ai passé sans Google non plus. Donc C'était notre cas aussi, je crois. Exactement, absolument. Nous, Shawinigan, comme je disais, c'est une ville de 52 000 habitants au Québec qui est un peu décentrée. Donc nos jeunes, évidemment, ont un peu un exode. Là, quand ils veulent apprendre les technologies, ils doivent aller à Montréal, à Ottawa, à Toronto, etc. L'idée, nous, d'avoir le DigiHub sur place en région, d'avoir des GPU, une puissance de calcul, d'avoir un ordinateur quantique, d'avoir toutes ces technologies-là, et puis d'avoir des collègues, des experts dans ces domaines, fait que les jeunes restent en région et ils comprennent un petit peu ces technologies. Ils vont finir par nous en apprendre d'ailleurs plus que l'inverse. Mais en tout cas, pour nous, c'est important, surtout qu'on touche des domaines vraiment là, avec le QTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est à côté. On a des chercheurs, on discute de la fameuse intelligence artificielle générale, le moment de la singularité où l'IA va dépasser, si ce n'est pas déjà le cas, l'intelligence humaine pour faire plein de choses et qu'on est au balbutiement à ce niveau-là. Mais l'ordinateur quantique qu'on a déployé, l'IA, vont faire que peut-être cette singularité va être franchie beaucoup plus rapidement. Donc c'est intéressant de faire on en parle à nos jeunes du primaire, du secondaire. Alors vous savez qu'en Chine, c'est devenu une matière obligatoire, l'IA.
Alors que nous, au Québec, les commissions scolaires en ont peur. Donc pendant un temps, ils ont interdit de parler d'IA aux jeunes. Alors nous, on trouvait ça quand même un petit peu déplacé, donc on en parle quand même. Mais il y a quand même, avant d'éduquer nos jeunes, il faut éduquer les gens qui les encadrent dessus, de leur faire comprendre que on est passé c'est même pas un virage technologique, on est passé à un autre étage. Donc il faut s'adapter rapidement, hein, parce que évidemment, on disait les gens ont peur de l'IA, mais en fait, il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut avoir peur de la personne qui utilise l'IA mieux que nous. C'est elle qui va nous mettre au chômage quelque part. Exactement, et puis il faut éduquer les parents aussi, parce qu'en fait, j'ai bon nombre de parents qui me disent mais comment je fais, voilà, mais avec ces jeunes, en fait, quand ils font leur devoir, finalement, ils demandent à ChatGPT la réponse, et en fait, je dis bon, évidemment, c'est possible de faire comme ça, mais la meilleure manière, c'est quand même de demander à ChatGPT d'apprendre à apprendre, en fait, et pour ça, il est très bien aussi. C'est-à-dire que Apprendre à apprendre, ce sera notre mot de la fin, Philippe En tout cas, moi, j'ai appris à coder grâce à l'IA. J'ai développé des petites applications. Puis moi, je ne suis pas codeur, Python, je suis pas... Mais j'ai appris beaucoup en m'aidant avec l'IA. Et je pense qu'il y a beaucoup de matières là où l'IA peut se mettre à notre niveau, peut nous apprendre à un rythme qui nous convient. Et puis, moi, je trouve que c'est une chance pour demain. Voilà un mot de la fin positif. Ouais. Oui, en fait, on a un monde à créer, une nouvelle époque à créer, un nouveau monde à créer. Et moi, ce que je dis aux jeunes générations, on leur donne les clés du camion. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on est arrivé jusque-là. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours le côté obscur de la force contre la lumière. Et je souhaite de tout cœur, de tout mon cœur, que la lumière l'emporte. Et on a beaucoup de choses merveilleuses à faire si effectivement on développe cette sagesse. Merci messieurs, c'était très intéressant. Je pense qu'on a un avenir assez positif grâce à vous devant nous. En tout cas, ça nous a éclairés et bonne continuation sur ce magnifique événement de Vivatech pendant les encore 2 ou 3 prochains jours. Merci beaucoup Patrice. Merci.